Tout tourne rond sur cette terre, et tout s'associe, s'interconnecte, s'autorégule en une danse infinie. Tout sauf notre culture linéaire, cloisonnée, analytique et compétitive. Mais cette culture soutient-elle la vie, la paix, la justice, l'amour ? Et si la réponse est non, alors changeons-la. Bienvenue sur le podcast Tout tourne rond sur cette terre, le podcast qui invite à nous inspirer du vivant pour changer de culture. Je suis Marine Simon, grande amoureuse du vivant et facilitatrice en intelligence collective et gouvernance participative. Je suis aussi l'auteur de l'ouvrage collectif Tout tourne rond sur cette terre, nous sommes les seuls à l'ignorer. Mon postulat y est que l'ensemble des crises que nous vivons actuellement est dû à notre représentation du monde, aux croyances qui sous-tendent notre culture et aux actions qui en découlent. Dans ce podcast, nous explorons avec des chercheurs et chercheuses du vivant ce qui en fait les principes pour nous inspirer dans le tissage d'une nouvelle toile culturelle qui soutiendrait la vie. Ce podcast s'adresse à notre tête, mais aussi à nos sens et surtout à nos cœurs. Il est une vieille femme qui vit dans un endroit caché, connu de tous, mais que bien peu ont vu. Comme dans les contes de fées d'Europe de l'Est, elle semble attendre que les personnes perdues, errantes ou en quête de quelque chose parviennent jusqu'à elle. On la nomme la Loba. Elle a pour tâche unique de ramasser des os. Elle a la réputation de ramasser et de conserver surtout ce qui risque d'être perdu pour le monde. Sa caverne est pleine d'os de toutes sortes appartenant aux créatures du désert, cerfs, serpents à sonnette, corbeaux, mais on l'a dit spécialiste des loups. Elle arpente les montagnes et le lit asséché des rivières, les passe au crible à la recherche d'os de loups. Lorsqu'elle est parvenue à reconstituer un squelette dans sa totalité, lorsque le dernier os est en place et que la belle architecture blanche de l'animal est au sol devant elle, elle s'assoit auprès du feu et réfléchit au chant qu'elle va chanter. Quand elle l'a trouvé, elle se lève, et les mains tendues au-dessus de la créatura, elle chante. C'est alors que la cage thoracique et les os des pattes du loup se recouvrent de chair, et que sa fourrure pousse. La Loba chante encore, et la bête s'incarne un peu plus, sa queue puissante et recourbée se dresse. La Loba chante encore, et la créature se met à respirer. La Loba chante toujours, et un chant si profond que le sol du désert tremble, et pendant qu'elle chante, la bête ouvre les yeux, bondit sur ses pattes et détale dans le canyon. Quelque part durant sa course, soit du fait de sa vitesse, soit parce qu'elle traverse une rivière à la nage, qu'un rayon de lune ou de soleil vient se poser sur elle, elle se transforme soudain en une femme qui court, avec de grands éclats de rire vers l'horizon, libre. C'est pourquoi on raconte que si vous errez dans le désert au coucher du soleil, peut-être un tout petit peu égaré et sans doute fatigué, vous avez de la chance, car la Loba peut vous prendre en sympathie et vous montrer quelque chose qui appartient à l'âme. Dans cet épisode, je propose de partager les résultats de mes recherches à propos de ce que j'appelle aujourd'hui la différence entre la culture du vivant et la nôtre. Pourquoi il me semble que l'ensemble des crises auxquelles nous avons à faire face résulte de la culture que nous nous sommes construites au fil des siècles. Et en quoi nous reconnecter aux principes de base du vivant me semble être la meilleure et probablement la seule voie souhaitable. Et du coup, pour cet épisode, je suis rejointe par Caroline Irigoyen, habituellement aux manettes de l'habillage sonore de ces épisodes, mais créatrice elle aussi d'un podcast, Fréquence Collective. Je suis vraiment ravie, Caroline, de nous retrouver autour de ce micro pour cette occasion. Bonjour à toi. Bonjour Marine, je suis très contente aussi qu'on ait l'occasion d'enregistrer ce podcast et que ça puisse inaugurer aussi notre rencontre autour de notre passion sur l'ingénierie du lien.
qui a permis qu'on se retrouve sur ces sujets et notre passion commune sur l'avenir souhaitable autour de cette question. Alors à partir de cette histoire que tu viens de nous partager, qui redonne vie et unité à un animal, d'où est-ce que tu as envie de parler ? De quel endroit de toi, de quel vécu et de quel moment dans ta vie ? Alors, j'ai envie de faire un lien tout de suite, évidemment, avec cette histoire, parce que j'ai envie de parler des 3 identités que je me reconnais aujourd'hui. La première, c'est tisseuse, la deuxième, c'est lombrique, et la troisième, outilleuse. Et donc, comme la Loba, je me sens tisseuse. Je pense que je suis née comme ça depuis toute petite. Il m'importe. J'étais étonnée d'avoir l'impression de vivre dans un monde cloisonné, avec des choses qui n'étaient pas mises en relation, avec des sujets qui pouvaient pas être apposés, qui pouvaient pas danser ensemble. Et je ressentais ça très très fort petite, d'autant que j'avais une hypersensibilité aux personnes, à leurs émotions, à l'énergie du lieu, etc. Donc c'était compliqué pour moi quand on me disait non, ça n'a rien à voir avec ça. Voilà, parce que moi je ressentais que les choses avaient à voir, et dans cette vie, j'ai eu à vivre aussi dans mon corps des choses qui m'ont poussé à développer cette identité de tisseuse et à rapprocher des sujets qui culturellement sont séparés, comme par exemple la médecine et la psychologie. Et à ce titre-là, j'ai envie de témoigner rapidement de quelque chose que j'ai vécu dans mon corps. Donc, adolescente, jeune adulte, je souffre d'un syndrome tournant qui me fait vivre des colites, donc des inflammations de l'intestin, et puis dans la phase suivante, de l'arthrose dans à peu près toutes les articulations, et puis ça termine par des problèmes vasculaires. Voilà, et donc je comprends pas, je cours les médecins. Évidemment qu'on le soigne soit comme un problème vasculaire, soit comme un problème d'intestin, soit voilà. Et vers la trentaine, je rencontre un immunologue que je vais voir, qui me fait tous les examens et qui me dit en fait vous avez une maladie auto-immune, qui fait que mon système immunitaire et les gros globules là, qu'on appelle IgM, qui vont à la rencontre des virus intrus et puis après qui permettent que le système immunitaire apporte la bonne réponse. En fait, chez moi, ces globules n'arrêtent pas de proliférer et donc se mettent à combattre mon propre système, mon propre corps. Et voilà, et puis selon lui, perspective pas terrible, puisque j'ai 32 ans et il me dit probablement qu'à 40 ou 45 vous serez en chaise roulante, parce que c'est une malformation sur un chromosome et que par rapport à ça on peut rien faire. Donc médication basique pour ralentir le phénomène, piqûre dans le ventre tous les matins pendant 2, 3, 4 ans, je sais plus exactement combien de temps ça dure, mais en tout cas c'est aussi la période où je vis un bouleversement important dans ma vie et où je décide de commencer une thérapie et d'aller guérir un tas de choses en moi. Et 6 mois plus tard, je fais un test chez l'immunologue pour voir comment évolue ma maladie et il me dit vos résultats sont bien meilleurs que les précédents et c'est pas ce que je vous donne puisque c'était juste censé pallier ou ralentir le phénomène. Qu'est-ce que vous faites ? Et je lui dis je sais pas, j'ai commencé une thérapie depuis 6 mois et il me dit oui, probablement que c'est ça. Et il me dit si tous mes patients faisaient ça, probablement que j'aurais plus grand monde dans ma salle d'attente. Ah bon? Voilà, et donc évidemment que je fais assez rapidement, je vois aussi que mes symptômes disparaissent, je vois aussi que je vais mieux en moi, je vois aussi que j'ai des espaces qui étaient blessés, enfermés, qui se rouvrent, je vois que je suis moins dans l'auto-jugement, l'autocritique, qu'il y a de la joie qui revient en fait en moi, et je décide d'arrêter tout médicament, les piqûres. Et que depuis ce moment-là, en fait, je n'ai plus jamais eu de symptômes de cette maladie auto-immune. Et donc pour moi, ça a vraiment été quelque chose d'extrêmement puissant, et j'en ai vécu plein comme ça dans ma vie, de vivre vraiment dans mon corps que les choses ne sont pas séparées et que c'est important de les regarder dans la globalité. Voilà. Et donc du coup, ça fait de moi une tisseuse, je suis née comme ça. Ça fait de moi aussi, une des identités que je me reconnais, c'est lombrique.
Et ça, pour moi, le lien que je vois avec l'histoire de la Loba, c'est tout ce travail de recherche qu'elle fait, de recherche des os, de les rassembler, évidemment, ça c'est aussi un peu la tisseuse, mais aussi une fois que tous les os sont rassemblés, ce qui est dit dans l'histoire, c'est qu'elle s'assied auprès du feu et qu'elle laisse venir un chant, le chant qu'elle va chanter. Et pour moi, là, il y a tout ce travail de transformation de cette matière, de digestion de cette matière pour en faire un humus qui est favorable à la vie. Voilà, et j'adore faire ça. En plus, l'image du lombric me parle beaucoup parce que tout ce travail de digestion se fait dans l'ombre, sous le sol, et moi je vois bien que dans ma vie il y a de longues périodes comme ça où je digère des informations que j'ai reçues, que j'ai vécues et qui finissent par faire une matière transmissible pour le rendre accessible aux autres, et que c'est un travail de la profondeur chez moi. Et puis la dernière identité pour moi, c'est outilleuse, parce que je ne pourrais pas me satisfaire de ce travail juste de tisseuse et de lombric, de transformation et de rendre accessible. J'ai aussi besoin de développer, de trouver des pratiques qui vont permettre des guérisons, qui vont permettre de retisser du lien, de soi à soi, de soi aux autres, de soi à l'ensemble du vivant. J'ai besoin de mettre les concepts à l'épreuve de la réalité. J'ai besoin d'aller voir avec les autres humains et humaines s'il y a des choses que l'on peut faire et qui nous emmènent sur ce lien du retissage. Voilà d'où j'ai envie de parler dans cet épisode et en quoi ça résonne avec cette histoire de la Loba. Le lien est très fort avec cette histoire-là, où effectivement le fait de redonner vie part de cette dynamique de recréer du lien entre toutes ces parties séparées et finalement redonne la vie. Donc le lien que tu fais est très fort parce qu'on voit que faire du lien, c'est être dans le sens de la vie. Donc cette métaphore est très riche de sens par rapport à ce que tu nous partages. Et donc, dans la suite de toutes ces expériences de vie et de ces identités-là que tu nous partages, j'imagine que tout ça a été moteur dans l'écriture de ton livre. Donc, ton livre qui est paru en 2021 aux éditions Yves Michel, Tout tourneront sur cette terre, nous sommes les seuls à l'ignorer. Est-ce que tu pourrais nous partager d'où t'est venue cette idée d'écriture de livre et nous expliquer un petit peu la genèse de tout ce que tu nous partages dans ce livre ? Je pense maintenant en fait que finalement ce livre il est né en même temps que moi, voilà. C'est un peu c'est un peu la synthèse de tous ces travaux de recherche que j'ai fait à travers mes expériences de vie, à travers mes travaux, mes échanges avec des scientifiques, avec des philosophes, voilà, et où à un moment il y a quelque chose que j'ai eu envie de rendre au monde parce que c'était suffisamment mûr pour moi. Et du coup, pour moi, il est né de mon amour profond pour le vivant, hein, toute petite. Hein, le vivant me fascine. Voilà, si la vie ne m'avait pas proposé ce qu'elle m'a proposé, j'aurais fait des études de biologiste. Je ne l'ai pas fait. J'ai plutôt eu une carrière dans la communication et puis après dans l'accompagnement de ce qu'on appelle les ressources humaines dans les organisations. Une carrière dans la formation, le coaching, l'art-thérapie. Et c'est ça qui m'a amené à un moment à rencontrer les pratiques d'intelligence collective, dont on parlera très bientôt dans un autre épisode, il y a une quinzaine d'années. Et pour moi, ces pratiques, avec tout ce que je savais du vivant, j'avais l'impression quand même que dans ces pratiques, il y avait quelque chose de l'ordre de... c'était une manière de nous appliquer à nous-mêmes, dans nos collectifs, les principes du vivant. Je le sentais intuitivement. Et à ce moment-là, je rencontre Gauthier Chapelle, qui est donc biologiste et qui est à la fois préfaceur, contributeur du livre et puis de ce podcast dans le premier épisode, avec lequel on se met à faire de la recherche. Et où on se met pendant 2 ans là, à comparer ce que lui a pu identifier comme stratégie retenue par le vivant pour être résilient et durable au cours de ces presque 4 milliards d'années d'existence, et ce que moi je constate dans mes pratiques en intelligence collective. Quelles sont les clés là que l'on peut reconnaître, voilà, qui sont communes, et on en tire 6 clés de durabilité, voilà, dont je vais parler plus tard.
Et dans la même période, j'ai l'occasion de cofonder en Belgique une association qui s'appelle Terre et Conscience, qui existe toujours et qui dispense des formations longues et courtes sur des sujets comme la permaculture, la biodynamie, etc. Et dans le comité d'orientation, il y a quelqu'un là qui est permaculteur, et donc je découvre la permaculture au potager. Et pour moi, pendant plusieurs années, c'est une pratique maraîchère qui respecte le vivant dans les sols. Je l'applique à mon propre potager et c'est du grand bonheur. Ça me fait déjà beaucoup avancer. Mais voilà, pour moi, ça reste là. Je ne découvre pas les principes à ce moment-là. Et dans mes accompagnements de collectifs, d'associations, d'entreprises, d'organisations, j'ai de plus en plus de demandes de les accompagner sur ce que j'appelle aujourd'hui la gouvernance, c'est-à-dire comment ils s'organisent ensemble, comment ils créent une ingénierie de processus, de réunions, de rencontres qui font que tout ça est fluide, efficace, agréable. Et à ce moment-là, je les accompagne avec mes pratiques d'intelligence collective, mon background de systémicienne. Voilà, et ça se passe très bien, sauf que je reste la référente du coup, parce qu'on n'a pas de cadre de référence commun ensemble, de cadre culturel entre eux et moi. Et donc, dès qu'on a fini une étape, ils se retournent vers moi en disant « Bon, et l'étape suivante, c'est quoi ?» Et ça, pour moi, je sens que voilà, c'est pas tout à fait juste, puis je vois que du coup, c'est pas simple pour eux de s'autonomiser. Et je me dis, mais tiens, peut-être que quand même, puisque c'est une question de relation, d'auto-organisation, comme l'est le vivant, mais peut-être que la permaculture serait un bon endroit. Donc je vais faire une semaine de formation à la permaculture, à la ferme du Bec et Loin, et je découvre là les principes, et c'est une révélation pour moi. Pour moi, ces principes de la permaculture sont les principes de l'intelligence collective que je pratique depuis 10 ans. Et donc quand je rentre de la ferme du Bec et Loin, je tapisse mes murs des principes de la permaculture, des principes de l'intelligence collective, de ce que j'ai pu comprendre des collectifs, et je remarque qu'effectivement les principes de permaculture, si on les range dans un certain ordre, ils donnent vraiment un espèce de fil de conduite, des étapes par lesquelles passer pour mettre en place une gouvernance participative dans une organisation. Donc c'est assez énorme pour moi. Voilà, je reviens de la ferme du Bec et Loin avec des choses très intéressantes pour mes carottes et mes tomates, mais vraiment j'y ai trouvé ce que je cherchais, mais bien plus. Voilà, je retourne à la ferme du Bec et Loin, je vérifie ça avec eux, ils me valident sur mon intuition, je me mets à animer des ateliers sur ce sujet pour avoir des feedbacks des participants qui, au fur et à mesure, me disent mais c'est aussi des principes de développement personnel, mais c'est aussi des principes d'éducation alternative, mais c'est aussi des principes de médecine alternative. Et pour moi, je me rends compte que quelque part, parce qu'on aura l'occasion d'en parler dans un épisode prochain, cette permaculture est inspirée du vivant et des peuples racines, dont on parlera aussi, et que en fait on a là pour moi une réponse qui nous ramène vraiment dans la maison du vivant en fait, parce que l'origine de cette philosophie a vraiment pris sa source dans le vivant. Voilà. Et que donc pour moi, il y a quelque chose là que j'ai envie de partager très largement, qui est, mais nous sommes perdus dans ce que nous avons créé sur cette terre. Nous cherchons des solutions parcellaires au problème d'énergie d'une part, au problème de la santé d'une autre part, au problème de l'éducation du climat encore d'une autre part. Mais en fait, pour moi, ça raconte que si on revient au principe du vivant, on va résoudre les choses à un meilleur niveau de résolution, parce qu'on va aller chercher la racine en fait, la racine de ce qui a fait que l'on s'est créé, tous les problèmes que l'on s'est créés. Et donc ça m'apparaît énorme, joyeux, parce que c'est assez joyeux je trouve, de rentrer à la maison du vivant, et que j'ai vraiment à cœur de le partager, et c'est de ça qu'est né ce livre, et à la suite de ce livre, ce podcast, parce que j'ai envie de continuer à travailler ce sujet et à malaxer ce changement de paradigme, ces changements de paradigme, voilà, sur la longueur et avec plein d'autres contributeurs et contributrices.
Et d'ailleurs, c'est tout le sujet de ton livre, ce changement de paradigme, où tu appelles à un véritable changement de culture. Donc tu nous partages cet amour du vivant qui a été pour toi la genèse de ton livre, où tu y retrouves beaucoup de ressources, d'inspiration et d'association, de fonctionnement entre ce qui se passe dans le vivant et ce qui pourrait ou ce qui marche dans les relations humaines aussi et sociales. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce changement de culture que toi tu souhaites amener, dont tu parles beaucoup dans ton livre, et de quoi tu parles quand tu parles de culture? Est-ce que tu pourrais nous définir ce que c'est une culture pour toi et quel est ce changement auquel tu nous invites à participer? En fait, pour moi, la biosphère, c'est-à-dire cet espace pas très épais, quelques centaines de kilomètres en épaisseur dans la croûte terrestre, quelques centaines de kilomètres en hauteur, cette biosphère qui est tenue, on l'a entendu avec Hervé Covez et d'autres dans ce podcast, qui est tenue, c'est-à-dire la membrane autour de cette biosphère est tenue par des bactéries. Voilà. Cette biosphère est comme une maison, c'est la maison du vivant. C'est-à-dire que c'est la maison dans laquelle tous les êtres vivants se trouvent. Il n'y a pas, nulle part, on est en train de chercher sur Mars et ailleurs, est-ce qu'il y a ailleurs que dans cette biosphère cette forme de vie telle qu'on la connaît? Pour le moment, on n'en a pas trouvé. Et donc, dans cette maison du vivant, c'est vraiment l'endroit où tous les êtres vivants de tous les règnes existent, mais aussi où il y a tous les phénomènes aqueux, gazeux, chimiques, électriques, qui créent les conditions de la vie de façon permanente à chaque instant. Et donc, qui régule les conditions de la vie. Dans cette maison de la biosphère, comme dans toutes les maisons, il y a des règles, des principes qui régissent les interactions entre les membres. On a chacun dans nos maisons, dans nos familles, des règles qui font que dans telle famille on peut aborder tel sujet, dans telle famille on ne peut pas, dans telle famille on a telle croyance et dans telle autre famille on en a d'autres, et ça va emmener jusqu'à des actes. Il y a des choses que l'on va voir qui se font dans la famille A, qui ne se font pas dans la famille B, qui pourraient même être choquantes dans la famille B, alors que dans la famille A, elles créent de la sécurité. Et donc ces principes créent une culture. Voilà, c'est la culture de la maison, de chaque maison. Et si effectivement on se dit que cette culture, elle est le résultat d'un tissage entre des croyances héritées, des ancêtres, des conclusions tirées en un temps T, parce qu'il nous est arrivé un truc, et donc du coup on a conclu que ça c'était plutôt favorable ou défavorable, de peur à éviter, de sujets plus ou moins tabous, hein, ça fait la culture, ça fait une espèce d'entrelacs de culture, qui du coup emmène à des actions. Eh bien, si on peut être d'accord sur le fait que c'est ça, hein, que c'est un tas d'expériences qui ont mené à des conclusions, des croyances et qui après mènent à des actions, on peut dire que le vivant il a une culture aussi. On voit que dans cette maison de la biosphère, il y a des choses qui ont été retenues comme stratégie et d'autres qui n'ont pas été retenues. Voilà, si je prends un tout petit exemple, je ne sais plus si Gauthier en avait parlé dans son épisode, mais par exemple le gigantisme est quelque chose qui n'a pas été retenu comme stratégie dans le vivant, et donc du coup par exemple après la disparition des dinosaures qui étaient plutôt des êtres gigantesques, très grands, avec du coup des besoins en termes d'énergie, en termes de nourriture assez importants, et bien après l'extinction des dinosaures, c'est une espèce qui n'est pas revenue, le vivant n'a pas réitéré. D'accord ? Il a gardé les modèles les plus petits, c'est devenu des oiseaux et autres. Donc il y a vraiment des choses à travers sa recherche et son développement dans le vivant. Il y a des choses qu'il a abandonnées à certains moments parce que c'était pas favorable, parce que ça fonctionnait pas, parce que c'était dangereux pour l'équilibre global. Voilà. Et donc c'est de ça que je parle quand je parle de la culture du vivant. C'est vraiment quelque chose que j'assume aujourd'hui, parce que pour moi il y a vraiment ça, c'est que dans cette maison du vivant il y a des principes, il y a des choses qui se font et il y a des choses qui ne se font pas, et que j'aime comparer cette culture du vivant que j'ai décortiquée, entre autres avec Gauthier, mais aussi par d'autres lectures, etc., et notre culture à nous. Et que j'ai pu remarquer qu'en fait on a une culture qui n'est pas du tout en harmonie avec celle du vivant, et que je pense que c'est pour ça qu'on se prend les crises. Alors c'est quelque chose que Bruno Latour dit très très bien, où il dit que
on entre dans un moment où il va falloir changer de terre. Quand il dit changer de terre, il dit qu'il va falloir réintégrer ce qu'il appelle Gaïa, qui est vraiment cet organisme vivant qui est la Terre, et qu'il va falloir pour ça sortir d'une représentation du vivant et de la nature, entre guillemets, de la nature, comme une représentation d'objets dont on pouvait faire ce qu'on voulait, déplacer, extraire, découper, creuser, enfin voilà. C'était des objets que l'on pouvait utiliser à notre guise pour nos propres besoins, et de se rendre compte qu'en fait on est dans un système vivant, et donc pas un système d'objets, mais un système de sujets, qui sont tout à fait en capacité de répondre à ce qu'on leur fait. Et c'est ce qui nous arrive évidemment avec le changement climatique, avec la diversité qui s'effondre, et qui s'effondre évidemment en chaîne, parce que c'est pas juste une espèce qui s'effondre à un endroit et puis ça n'a pas d'influence. Comme dans le vivant tout est relié, dès qu'une espèce s'effondre quelque part, il y a ses prédateurs qui s'effondrent, sa nourriture qui s'effondre, et donc on est et puis chacun comme ça est relié. Donc ce sont des pans complets en fait du vivant qui s'effondre. C'est très intéressant que tu nous partages tous ces changements de paradigme qu'il peut y avoir d'une culture à une autre, et le fait qu'on est dans une séparation avec la maison même dans laquelle on habite. Et pour reprendre le titre de ton livre, qui s'intitule « Tout tourneront sur cette terre, nous sommes les seuls à l'ignorer », je souhaitais t'interroger sur cette deuxième partie du titre, « Nous sommes les seuls à l'ignorer ». À partir de ce constat de deux cultures distinctes et de la culture qu'on entretient actuellement en dehors du vivant, duquel on se sent détaché, ou en tout cas on agit comme si on en était détaché, quel constat tu fais sur cet état de conscience qu'on a, nous, de cette situation? Quand tu dis « nous sommes les seuls à l'ignorer », qu'est-ce que tu entends par là? Mais en fait, c'est l'ignorer dans plusieurs sens. C'est l'ignorer, c'est-à-dire qu'on ne le sait pas, on l'ignore, on n'en a pas la culture, c'est pas ça qu'on a construit. Et l'ignorer, c'est qu'on ne veut pas le savoir, parce que ça nous met aussi dans une responsabilité. Je vais développer ça. Donc, dans mes recherches, ce que j'ai pu remarquer, c'est que tout dans le vivant répond à des principes de base, dont on a déjà parlé dans ce podcast, qui sont la cyclicité. Tout répond à des cycles, vie, mort, vie, nuit, jour, les saisons, le cycle de l'azote, du carbone, enfin, tout est cyclique. La deuxième, c'est la circularité, c'est-à-dire que tout ce qui est produit dans le vivant, pas par nous, mais par les autres espèces, ne crée pas de déchets. Tout ce qui est, le vivant est basé sur ce qu'on appelle la rotation de matière, et donc je rappelle, Karim en a parlé, et Gauthier aussi, mais donc tout le vivant est conçu sur 6 molécules de base abondantes, et qui font que quand quelque chose meurt, il y a des décomposeurs qui le décomposent, et qui remettent ces molécules à disposition du vivant. Voilà, donc c'est dans une circularité totale. Le vivant a choisi la diversité, il n'a pas choisi la monoculture, ça on peut s'en rendre compte assez facilement. Donc la diversité, entre autres pour que toutes les fonctions nécessaires au vivant soient toujours assumées, même s'il y a effondrement ou maladie dans une espèce qui remplit une fonction. Donc par exemple les décomposeurs, 30% des espèces en forêt ont pour fonction de décomposer la matière morte. Ce sont évidemment des insectes, des animaux, mais aussi des bactéries, des champignons. Eh bien, c'est indispensable de décomposer. Parce que s'il n'y avait pas de décomposition de cette matière morte, en fait, on serait sous des kilomètres de hauteur de matière morte. Et ça intoxiquerait le vivant. Donc, cette fonction, par exemple, de décomposition, mais celle de pollinisation, etc., toutes les fonctions sont ultra importantes pour que ce vivant reste vivant. Et donc, c'est important qu'il y ait suffisamment de diversité d'espèces capables de faire ça, pour que s'il y a maladie dans une des espèces, cette fonction puisse toujours être remplie. Donc ça, c'est la diversité. Les interrelations, le vivant s'est construit comme ça, des premiers monocellulaires dans l'eau qui se sont frottés les uns aux autres et qui se sont frottés au milieu. C'est ça qui a créé les spécificités des uns des autres et qui a emmené vers multicellulaire, et puis toute la complexité, l'organisation, la création de la photosynthèse, la sortie de l'eau, etc.
Donc tout est relation dans le vivant. Et la dernière, c'est l'associativité. C'est-à-dire que l'ensemble des espèces s'associent. Nous sommes par exemple en association. Ça peut aller jusqu'à des symbioses, c'est-à-dire des associations qui font que les membres de cette association ne puissent plus vivre l'un sans l'autre. Et je rappelle, pour ceux qui n'auraient pas peut-être entendu certains épisodes précédents, mais nous sommes par exemple en symbiose, en fait avec tout, nous. Nous sommes en symbiose avec les végétaux pour l'oxygène. S'il n'y avait pas les végétaux, le plancton, on ne pourrait pas respirer. Nous sommes en symbiose aussi avec les végétaux parce que c'est grâce à eux qu'on peut manger. Nous ne sommes pas doués de photosynthèse, donc nous ne pouvons pas nous nourrir des photons du soleil. Donc c'est une symbiose. Sauf peut-être les personnes, mais alors pas pour l'oxygène, les personnes qui se nourrissent de prana, mais on est en symbiose avec l'ensemble du vivant, nous. On n'a pas beaucoup de liberté. Voilà, et cette associativité, même s'il y a aussi dans le vivant de la compétition, mais en moindre mesure, et en général dans une même espèce, entre individus ou communautés qui ont les mêmes besoins. Voilà. Donc ça, c'est le vivant. Cyclicité, circularité, diversité, interrelation, associativité. Et dans notre culture, nous, on a plutôt opté pour la linéarité, avec notre notion de progrès permanent, du toujours plus vite. On file droit devant, et si possible un peu en montant. De cloisonnement, donc à la place de la circularité, nous, on a cloisonné. On voit bien dans nos vies, à l'école, moi, je ne sais pas aujourd'hui, mais moi, à l'école, le prof de bio, il ne parlait pas au prof d'histoire, qui ne parlait pas au prof de géo, qui ne parlait pas au prof de français. C'est comme si tout ça était des planètes différentes, et on le voit aussi au niveau de notre gouvernance, la question de la vie sur Terre, elle est gérée par le ministère de l'écologie, le ministère de l'agriculture, le ministère des transports, le ministère... Voilà, tout ça est tout à fait cloisonné. On a opté pour l'analyse, et ça on le retrouve très fort dans le postulat des sciences, qui a posé au moment des Lumières comprendre le tout par l'observation des parties, et donc qui a découpé jusqu'à aller voir jusqu'à l'ADN, qui a découpé pour analyser, et qui du coup, en découpant, a coupé les interrelations, a rendu invisibles les interrelations. Et dernièrement, il y a une femme dans un groupe de formation qui travaille dans la recherche et qui me disait c'est très impressionnant ce que tu dis, parce que au laboratoire on fait évidemment des expériences in vitro. Donc on va chercher des éléments du vivant, on fait des expériences in vitro. Je pense qu'elle travaille sur quelles bactéries peuvent ou quels virus peuvent neutraliser des bactéries, je ne sais plus exactement dans quel sens. Elle me dit in vitro ça marche, mais dès qu'on sort l'élément du in vitro et qu'on le remet dans le domaine vivant, ça marche plus en fait, parce qu'il y a un tas d'autres interactions qui rentrent en jeu. Voilà, mais ça a été notre manière c'était le choix que l'on a fait pour connaître le vivant. On a cru qu'il fallait le couper en petits morceaux. Nos choix aussi, c'est pas la diversité, nous on a beaucoup de mal avec la diversité, on a plutôt fait un choix de standardisation. Un seul mode d'agriculture pour tous les terroirs, un seul mode d'éducation pour tous les enfants, un seul mode de médecine pour toutes les pathologies. On est dans cette espèce de pensée unique. Si on pouvait dérouler un truc là, voilà, et comme voilà aujourd'hui, et on a ce qui m'étonne aussi, c'est qu'on appelle tout ça conventionnel. C'est l'agriculture conventionnelle, l'éducation conventionnelle, la médecine conventionnelle. Je suis allée voir ce mot au dictionnaire. Conventionnel, c'est qui relève d'une convention entre deux parties. Mais c'était quoi les deux parties? J'ai pas trouvé entre qui et qui. Voilà. Voilà. Et aussi, nous, à la place de l'associativité, on a plutôt érigé en règles partout, dans l'éducation, dès l'école, mais sur les marchés financiers et économiques, la compétition. Voilà, qui est quelque chose qui est très peu retenu par le vivant, parce que la compétition risque de faire mourir un des deux protagonistes, et que voilà, il y a quelque chose dans le vivant qui tend
de façon, je le rappelle, auto-organisée sans chef, qui tend à garder le tout vivant ensemble. C'est vraiment extrêmement important. Pour moi, le fait qu'on ait une culture comme ça, linéaire, cloisonnée, compétitive, etc., fait qu'on n'a pas de lecture de la cyclicité. Et pour moi, quand je dis que toutes les crises qui nous arrivent sont dues à notre culture, c'est parce qu'on ne comprend pas la réponse du vivant. Comme on sort d'une culture où tout ça c'était que des objets disponibles à souhait, qui évidemment ne pouvaient pas avoir de réaction par rapport à ce qu'on leur faisait, mais le fait que ça réagisse avec en plus un effet retard, ça nous hallucine. Or, on dit qu'en systémique, c'est-à-dire cette approche qui étudie les interrelations entre les éléments qui en plus évoluent tout le temps, on dit que tout ce qu'on tient à l'écart revient en boomerang. Mais ça, on le sait tous dans nos vies, que tout ce qu'on règle pas, tout ce qu'on ne veut pas voir, tout ce qu'on met sous le tapis, à un moment ressurgit, on le sait. Sauf que dans notre culture, on a appris à ne plus rien en faire, et à espérer que ça passe, ou à se plaindre parce qu'on ne comprend plus l'acte initial que l'on a posé, ou que l'on n'a pas posé d'ailleurs, et qui vaut cette réponse. Voilà. Et donc pour moi, c'est vraiment important de se rendre compte de ça, c'est qu'on l'ignore, on ignore que tout tourne rond sur cette terre, parce que dans le vivant tout tourne rond, tout tourne rond et se répond, mais nous, on n'est plus câblé au niveau pensée, au niveau culture, pour comprendre ça et entrer dans cette danse en fait. Nous, on a développé une culture de la maîtrise, du contrôle, de la projection dans le futur. Voilà. Et même si je pense qu'on voit bien que même ces projections ne se réalisent pas, on reste accroché à ça parce que ça nous donne une illusion de pouvoir et de maîtrise. C'est assez vertigineux d'écouter, de t'entendre expliciter tous ces constats d'une culture à une autre, la culture du vivant, comment elle fonctionne, quels sont ses principes, dans l'évolution, comment les choses se sont construites et se construisent, et comment nous on pense aujourd'hui les choses et comment on vit notre vie qui est finalement en dehors de la vie, comment on s'auto-intoxique. C'est quand même un constat d'autodestruction massive, parce que dans ignorer on pourrait se dire que c'est une ignorance, il faut qu'on répare quelque chose, on est en dehors et comment on revient dedans, sauf que le constat est que ça vient de quelque chose de proactif de notre espèce, qui se construit en dehors d'eux, qui se construit contre quelque chose et qui vient détruire même la maison, comme tu dis, dans laquelle la vie est née et nous sommes nés nous-mêmes. Donc c'est quand même un triste constat de décortiquer cette ignorance et d'échanger ensemble là-dessus. Et du coup, ce qui est assez déstabilisant et qui amène la question que je voudrais te poser, c'est comment nous, en tant qu'êtres vivants incarnant la vie, on a commencé à être dans une posture de destruction. Et à ton avis, pourquoi on a pris cette direction culturelle qu'on vit aujourd'hui et qu'on déploie, voire qu'on revendique ? Tout à fait. Mais en fait, j'ai beaucoup cherché là-dessus parce qu'alors il y a plein de choses qui sont dites par des personnes qui cherchent. Il y a l'agriculture qui était extrêmement importante. Il y a évidemment l'œuvre des religions monothéistes qui, par exemple, le christianisme qui a dit que l'humain devait se rendre maître de la nature. Mais pour moi, il y avait quelque chose qui était... pour moi, c'était pas que ça. Donc j'ai continué à chercher. Et ce que je dirais aujourd'hui, qui est alimenté par les recherches que je continue avec les participants à mes ateliers, Tout tourneront sur cette terre, c'est pour moi la croyance de séparation d'avec le vivant. Et je pense qu'en fait... cette croyance de séparation d'avec le vivant pour notre culture, mais alors ça c'est étendu, quand je dis notre culture, c'est évidemment la culture occidentale, mais en fait qui s'est répandue comme une tache d'huile.
j'ai l'impression, avec tout ce que j'ai pu lire, et si je le rapproche justement de la psychologie, de ce que, voilà, de la manière dont on fonctionne, c'est que j'ai l'impression que c'est peut-être né à l'articulation, à la charnière entre, à mon avis, la peur que devait nous inspirer la nature, qu'on appelle nature, mais enfin, voilà, comme on en fait partie, c'est très difficile de la nommer. Voilà, la nature, avec l'impression, le sentiment d'être à la merci des animaux, à la merci des phénomènes climatiques, à la merci de la fragilité de notre constitution. Il faut quand même se rendre compte qu'on est une espèce non poilue, donc qui n'a pas de pelage pour se protéger du froid, qui court pas très vite, qui a un gros cerveau, qui a des grands besoins alimentaires, qui a besoin de respirer. Il ne peut pas aller se cacher quand il y a un danger, il ne peut pas aller se cacher sous la terre pendant 2 heures, il a besoin de respirer. Donc on n'est pas très bien caréné non plus, on n'a pas de coquille, on n'a pas de carapace. Et donc je pense qu'il y a quelque chose d'une très grande peur. Voilà, on n'était pas là aujourd'hui, on s'est installé au sommet de la chaîne des prédateurs, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Donc je pense qu'il y a eu cette grande peur qui est venue peut-être bien en charnière avec les maîtrises que l'on a commencé à développer. La maîtrise du feu, qui nous a valu des succès à tous les points de vue, sur la nourriture, sur la chaleur, sur le fait de mettre à distance des animaux. Donc ça, probablement qu'il y a quelque chose là qui s'est développé, qui derrière a été complété, à mon avis, effectivement, par ce qui a mené à l'agriculture, c'est-à-dire qu'au lieu d'être chasseur-cueilleur et d'être dépendant de ce que je trouve sur mon chemin, et même si je repique des noyaux, etc., je suis quand même dépendant d'eux. Je pense qu'une fois qu'on a compris qu'on pouvait récupérer des graines et les planter là, à l'endroit où on était, ça a dû effectivement nous donner l'impression qu'il y avait quelque chose que l'on maîtrisait quand même. Voilà. Et je pense que finalement, petit à petit, cette croyance de maîtrise et donc de séparation, le vivant n'a pas l'air d'être si sympathique avec nous, mais parce que nous sommes fragiles, a construit, je pense, au fur et à mesure des siècles, un espèce de dogme de la séparation. Nous sommes séparés, et donc si je me sens séparé, je pense que chacun peut en faire l'expérience à l'intérieur de lui, si je me sens séparé, enfant, de l'amour de mes parents, par exemple, ce qui nous fonde quand même, je vais développer de la peur, de la méfiance, du doute, et je vais mettre en place des choses pour me débrouiller tout seul, pour augmenter. Et puis je vais arrêter de croire que je peux compter sur. Donc tout ça, psychologiquement, ça, voilà. Et pour moi, c'est vraiment devenu la pierre angulaire de notre manière de penser le monde et de penser notre manière d'être au monde. Et lors de ces ateliers, tout tourneront sur cette terre, je fais commencer les participants sur le constat de comment nous manifestons notre manière d'être humain sur cette terre. C'est en général pas très glorieux. Et après, je fais travailler sur les croyances derrière. Qu'est-ce qui a fait qu'on a mis en place ce genre de culture et ce genre de solution et qu'on l'entretient. Et c'est très intéressant, je les fais travailler avec ce qu'on appelle les 7 pourquoi, c'est-à-dire dire on fait ça pour ça, ok, mais pourquoi on fait ça, et on descend pour se rapprocher finalement de l'endroit de la cause. Et ce qui sort de ce travail dans les sous-groupes qui travaillent donc sur des thèmes différents, l'éducation, la santé, la manière de produire des objets, la manière de produire de l'énergie, en fait c'est ça qui sort, c'est cette graine de la croyance de la séparation. Et c'est très touchant, parce que du coup, moi je vois vraiment que c'est le début de l'arbre. On pourrait se dire à aujourd'hui, mais comment est-il possible que l'on ne voit pas que les choses sont liées et que l'on ne gère pas les choses de façon transversale ? Mais c'est normal. C'est normal parce que la graine à la base, elle est
la croyance de la séparation, et donc c'est la loi, il faut séparer les choses, on sépare les choses, voilà. Puis ça procure de la sécurité, ça nous pousse à être plus dans le contrôle, enfin... Absolument, ça donne une illusion de contrôle. Une illusion de contrôle, parce que fatalement que dans cette maison du vivant, comme les choses sont cycliques et circulaires, et que tout ce qu'on sépare, tout ce qu'on coupe, tout ce qu'on met à l'écart revient en boomerang, on n'est pas du tout en sécurité à faire comme ça. On serait bien plus en sécurité à danser avec. Et cette croyance de séparation, on en parle aujourd'hui comme un dénominateur commun qui a créé du coup notre culture actuelle. Est-ce que tu penses que c'était la seule voie possible ? Alors, toujours dans mes recherches, je me suis rendu compte que, bien sûr que quand on regarde les principes du vivant, cyclicité, circularité, associativité, etc., et qu'on plonge dans les principes tels que Karim en a parlé à l'épisode 9, j'invite vraiment, pour le détail, les auditeurs et auditrices à aller écouter l'épisode 9, parce qu'évidemment il en parle beaucoup mieux et avec plus de détails que moi. On pourrait imaginer que ces principes du vivant s'appliquent essentiellement aux non-humains, les bactéries, les végétaux, les animaux, voilà. Mais que finalement, nous, ça nous paraît un peu loin, ou bien on est au-dessus de ça, j'en sais rien. Et moi, ce qui me fascine, ou ce qui m'a fasciné, ce qui me fascine depuis très longtemps, c'est qu'en fait, il y a d'autres humains, des hommes, des femmes et des enfants, qui ne vivent pas sur cette terre selon ce principe de séparation. Ce sont les peuples racines, ces peuples premiers que l'on trouve un peu partout dans le monde, qui ne se sont pour la plupart pas rencontrés, pas parlé, mais qui ont simplement construit leur culture à l'inverse de la nôtre. Et chez qui la graine de base n'est pas la croyance de la séparation, mais la croyance de l'unité. Donc, qui pour eux, on en a un petit peu parlé aussi dans l'épisode précédent sur l'invisible, qui pour eux, il n'y a pas de séparation entre eux, ils sont une espèce parmi toutes les autres. Et pour eux, il n'y a pas de séparation entre eux et les ancêtres, donc ils continuent par exemple à parler à leurs morts. Les morts sont juste passés dans l'invisible, mais ils ont aussi des liens de parenté avec les ours, avec les cerfs, avec les animaux. Mais aussi, pour eux, la nature est sacrée, elle contient tout et elle n'appartient à personne. La question de propriété, non, c'est eux qui sont là, qui vivent une partie d'incarnation dans cette vie, et dont ils se sentent gardiens de ce vivant, dont ils estiment qu'ils ont à en prendre soin, participer au fait que ce vivant fleurisse et vit de mieux en mieux, jusqu'à la 7e génération, qu'ils doivent le rendre jusqu'à la 7e génération. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment interrogée. Je savais ça depuis très, très longtemps, cette notion de être gardien du vivant pour qu'il soit en bonne santé jusqu'à la 7e génération, et je me demandais pourquoi. Et finalement, ce que j'ai trouvé, c'est qu'apparemment, ces peuples qui ont une connaissance du vivant, tous, assez énorme, ont bien sûr compris depuis très 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 longtemps que le vivant répond en boucle avec un effet retard, et que ce qui est donc fait dans cette génération-ci au vivant globalement, eh bien, on peut en avoir la réponse en boucle de feedback jusqu'à la 7e génération. Est-ce que tu voudrais nous parler d'un peuple racine en particulier ? Oui, je peux citer cet exemple. Alors, ça, c'est un exemple qui a été raconté par Éric Julien à propos des Indiens Kogis, mais c'est vrai de tous les peuples. C'est qu'ils ont une connaissance tellement fine de la danse du vivant, des interrelations, de qu'est-ce qui entraîne la présence de quoi, qu'est-ce qui entraîne la disparition de quoi, que quand ils ont besoin de faire venir un oiseau X, parce que cet oiseau va permettre dans l'écosystème chez eux de produire telle ou telle chose, ils vont s'y prendre très à l'avance, 1 an, parfois 2 ans à l'avance, 3 ans à l'avance, et ils vont semer quelque chose, une plante, qui elle-même va attirer tel insecte, qui lui-même va attirer tel truc, qui lui-même va attirer, qui finalement dans la boucle va faire venir cet oiseau. Voilà, et donc pour eux, comme ils ont cette conscience extrêmement fine, beaucoup plus fine,
beaucoup plus fines, mais surtout très anciennes. Ils n'ont pas brûlé leurs sorcières quand même, eux. Hein. Donc c'est très très ancien, c'est un savoir très très ancien qui se passe oralement. Comme ils sont très très sensibles à toute cette danse du vivant, ils nous répètent à quel point ils voient aujourd'hui, à quel point notre manière de vivre sur cette terre, nous les Occidentaux avec notre culture destructrice, accaparatrice, etc., nous avons détruit des lambeaux du vivant. Et où ils peuvent, les Kogis, il y a plusieurs films disponibles sur YouTube d'ailleurs, hein, sur eux, qui étudient les symptômes qu'ils voient là dans leur Sierra Nevada, et où ils peuvent dire mais là il n'y a plus d'eau à cet endroit-là, ou ça ne pousse plus, ça a disparu, ou ça c'est davantage là, et donc c'est relié à tel phénomène de pollution ou de phénomène de retenue de ceci, etc. Donc c'est naturel, et on le voit dans un documentaire, faire un travail énergétique, d'aller faire des points d'acupuncture à certains endroits de la Terre pour tenter de remettre en route cette énergie, l'énergie de ce corps terre-mère, parce que pour eux, la Terre, c'est la terre-mère. C'est cette terre qui nous nourrit, qui nous porte, qui nous soigne, qui nous abrite, qui nous... Voilà. Et le Père, c'est souvent le Père Soleil. Ouais, c'est celui qui réchauffe notre terre-mère et qui la fait entrer dans sa fécondité. Alors, moi, ce qui me touche toujours, enfin souvent, quand je parle des peuples racines, c'est des personnes qui me disent « oui, mais eux aussi ont des croyances ». Mais oui, mais ce ne sont pas des croyances, ce sont des expériences. Nous aussi, on peut reconnaître, si on sort de notre bulle mentale et consumériste, on peut aussi reconnaître qu'en fait, cette terre, elle nous porte chaque jour de notre vie, elle nous nourrit. Oui, chaque jour de notre vie, elle nous soigne, oui, elle nous abrite, elle nous fournit le bois dont on a besoin, même les terres rares, à son corps défendant. Mais elle est bien sûr une mère qui nourrit tous ses enfants, y compris nous. Donc c'est là qu'il y a quelque chose où cette croyance de séparation est terrible, parce que c'est faux, c'est une croyance, alors que ce que manifestent les peuples racines, c'est une expérience, et on peut le faire par la respiration, par notre nourriture, etc. Et que donc si chez eux la graine de départ n'est pas la graine de croyance de séparation, mais la graine de croyance / expérimentation de l'unité, eh bien on peut vraiment voir que l'arbre culturel qui pousse de cette graine est un arbre qui cultive l'unité, par leur célébration, par leur manière d'éduquer, par leur manière de replanter, on l'a déjà dit dans d'autres épisodes aussi, hein, de systématiquement repiquer le noyau d'un fruit qu'ils mangent, etc., pour entretenir, pour participer, pour soutenir la vie en fait. Et je pourrais encore donner l'un ou l'autre exemple. Hein. Ils sont donc pour eux effectivement ils se sentent appartenir à la Terre, qui est un organisme vivant. Ils ont intégré ils sont gardiens des cycles. Donc dans leur vie, ce sont des peuples partout, quels qu'ils soient, qui sont très attachés à l'intention. Voilà, qui vont chaque fois, avant de faire quelque chose, je pense que je l'avais déjà partagé dans le podcast précédent, mais je le redis, se demander pourquoi ils font les choses. Et c'est quelque chose que j'avais partagé dans mon livre en tout cas. Éric Julien témoigne du fait qu'à un moment, je vais peut-être pas raconter son histoire, en tout cas il est très lié à ces peuples qu'il fréquente depuis des années, et puis qu'il a aidé à récupérer leurs terres qui avaient été confisquées par le gouvernement, par les narcotrafiquants. Enfin, voilà, c'était compliqué. Et donc à un moment, ces Indiens Kogis lui disent mais on aimerait bien venir t'aider en fait, parce que toi tu nous aides là avec de l'argent, mais on aimerait bien venir t'aider à parler de tout ça. Et donc il les emmène en Europe, et à un moment ils sont dans le train. Et dans le TGV, et il traverse avec le train, il traverse un tunnel creusé dans la montagne. Et les Kogis se sont mis à crier en disant « Mais qu'est-ce que c'est ? Mais vous avez fait un trou dans le corps de la terre-mère !» C'était inimaginable pour eux. Et puis ils disent à Eric, mais pourquoi vous avez fait ça? Et Eric répond, pour aller plus vite. Et ils lui ont dit, mais plus vite jusqu'où? C'était quoi l'intention derrière?
c'est quoi l'intention derrière notre plus vite ? C'est quoi l'intention derrière nos destructions ? C'est quoi l'intention derrière chaque modèle de portable qui sort tous les 2 mois ? C'est quoi l'intention en fait ? Et nous on ne se pose jamais ça. Et l'intention pour moi elle est première, elle est ce qui initie un cycle. Et puis eux derrière ils vont cultiver le cycle par des rituels, ils vont clôturer les cycles. Donc c'est vraiment entrer dans leur culture. Et peut-être une dernière chose que j'ai envie de partager à propos d'eux et de la différence entre leur culture et la nôtre. Et peut-être juste une parenthèse, nous aussi on a été peuple racine, ça s'appelait les Celtes. Voilà, mais pour un tas de raisons, on s'est éloigné de ça, on a combattu ça, enfin les couches culturelles derrière ont vraiment combattu ça. C'est que chez nous, finalement, ce que j'observe, c'est que les spécialistes du vivant, ceux qui peuvent nous parler du vivant, ceux qui peuvent attester de cette culture du vivant, en fait, ils ne sont pas très nombreux. Ils s'appellent les biologistes, les biomiméticiens, les physiciens, les astrophysiciens, voilà, du vivant et puis de l'univers. Ils ne sont pas très nombreux, on voit à quel point ils ont du mal à se faire entendre, les écologues. À quel point ils sont combattus par la culture, à quel point on ne les croit pas, à quel point on reste coincé sur nos rails linéaires là, de notre culture, du toujours plus. Alors qu'en fait, chez eux, connaître le vivant, connaître ses interrelations, en fait les enfants sont nourris par ça dès tout petits à travers les contes. Dès tout petits à travers les contes, on leur raconte comment fonctionne ce vivant et comment en tant qu'humains ils interagissent avec les autres êtres humains. Et donc ils sont beaucoup plus conscients. Ils ont une culture pour moi qui est restée enchevêtrée à celle de la maison. Ils sont les gardiens de la maison pour moi. Et je suis vraiment ravie que lors de la COP sur la biodiversité, on ait enfin reconnu que ces peuples sont des peuples à qui on peut demander conseil, parce qu'ils sont ceux qui prennent le mieux soin de la biodiversité. Et donc pour moi, on a beaucoup à réapprendre, et ça montre vraiment que oui, rentrer à la maison du vivant, c'est aussi valable pour des humains sans pelage, sans carapace, qui sont fragiles parce que en rentrant dans la maison du vivant et en redansant cette danse du vivant, en fait c'est comme ça que l'on va le mieux nous préserver et devenir enfin une espèce adaptée, ce que nous ne sommes pas, alors qu'on le croit, et travailler à notre résilience. Et dans ce que tu nous racontes, on voit que ces peuples, et aussi d'ailleurs la vie même avec ce que tu nous as partagé précédemment, sont dans une logique de soins. Est-ce que tu veux nous partager tes conclusions là-dessus ? Oui, alors c'est une logique de soins a priori. Avant qu'il y ait dégradation, c'est prendre soin avant. Hervé Covez avait déjà dit ça dans son épisode, l'épisode 2, c'est prendre soin avant que quelque chose soit abîmé. Et moi, ça m'a vraiment amené au postulat que je partage dans mon livre, c'est que pour moi, le vivant et les peuples racines sont dans des cultures qui sont mues par quelque chose qui ressemble à prendre soin, pour obtenir des résultats qui eux-mêmes prennent soin, dans cette cyclicité permanente. Et je dis 3 fois prendre soin, parce que quand on regarde les principes du vivant, ceux qui sont dans mon livre, selon Glenn et Dodson par exemple, qui sont au nombre de 16, on voit qu'il y a beaucoup plus de principes qui parlent de prendre soin, que de principes qui parlent d'obtenir des résultats. Voilà. Pour ça aussi, je ne vais pas revenir dessus, mais le phénomène de membrane, le phénomène que les molécules de base soient toutes les mêmes pour pouvoir être relancées dans le vivant, le fait que tout soit cyclique et circulaire, tout ça c'est du prendre soin, détaillé très finement par Karim dans l'épisode 9. Et donc, par rapport à ce postulat, quand on regarde notre culture, mes conclusions, c'est que nous sommes plutôt dans une logique de obtenir des résultats coûte que coûte, au propre et au figuré, absolument de façon entêtée, mais aussi quel que soit le coût, quel que soit ce que ça coûte, et reléguer le prendre soin à tenter de réparer les dégâts. Moi, il y a vraiment un truc qui me frappe, c'est à quel point, avec nos technologies, avec les objets, avec notre manière de produire cette énergie dont on fait une dépense gargantuesque, en fait, et avec nos moyens financiers,
on est dans une logique où on se paye tout ce qu'on peut se payer. Et on ne se demande jamais si la Terre peut se le payer. Donc ça crée des dégradations à l'environnement, ça crée des dégradations humaines, ça crée des dégradations sociales, ça crée des dégradations à tous les niveaux. Et derrière, donc ça c'est la locomotive de la culture, et derrière il y a tout le petit peuple là, des ONG, des travailleurs sociaux, des infirmières, voilà, qui courent derrière pour essayer de réparer les dégâts. Non seulement on voit que ce sont des métiers et des postures qui sont assez dévalorisés, alors on l'a vu en grand pendant la crise Covid, mais on sait de toute façon tous dans nos vies que c'est une posture, c'est un pari qui n'est pas tenable. On sait dans nos vies que ça demande beaucoup plus d'énergie d'avoir à réparer un objet dont on n'a pas pris soin, d'avoir à réparer une relation dont on n'a pas pris soin, que d'en prendre soin a priori. On le sait ça. Et puis c'est pas tenable non plus parce qu'en fait aujourd'hui les dégâts sont tellement énormes que tout ce petit peuple qui court pour prendre soin derrière ne va probablement pas y arriver. Donc on a un urgent besoin de retourner notre culture comme une chaussette et de re-rentrer dans un prendre soin a priori, dans un prendre soin qui considère, dans un prendre soin qui prend en compte, dans un prendre soin qui comprend. Comprendre, c'est prendre avec, qui connaît, c'est-à-dire qui naît avec. Tant qu'on ne fera pas ça, qui naît avec la maison, qui est le seul endroit où on puisse vivre, tant qu'on ne fera pas ça, en fait, on n'ira jamais qu'à quelque chose qui ressemble quand même à notre perte. Et du coup, évidemment, dans cette réflexion autour de ce postulat, on s'était déjà questionné, Gauthier et moi, sur ce qui pourrait être une raison d'être du vivant. Alors ça peut paraître très anthropo-interprété, mais c'est vrai, il n'y a pas que Gauthier et moi, il y a Jean-Marie Pelt, il y a Hubert Reeves qui le dit aussi, que quand on regarde l'ensemble du vivant, qui est donc autogéré, qui s'autorégule, sans pouvoir centraliser, on a du mal à imaginer, ou en tout cas c'est comme s'il y avait une intention qui tenait le tout ensemble, voilà. Une intention qui tient le tout ensemble, sur laquelle on a tenté, Gauthier et moi, de mettre des mots, Gauthier en avait déjà parlé aussi, et qui pourrait être, voilà, alors la potentielle raison d'être du vivant pourrait être rester vivant ensemble et se reproduire. Et pour moi, ce qui fait vraiment la pierre angulaire de cette raison d'être, c'est le ensemble, parce que rester vivant et se reproduire, là, tous les êtres vivants sont d'accord avec ça, mais il y a quelque chose dans le vivant qui parle de l'ensemble et donc de l'organisation de l'ensemble, de ces interrelations. Et ça, c'est vraiment l'endroit où on a beaucoup perdu dans notre culture individualiste, cloisonnée, compétitive, etc. C'est que le ensemble ne s'organise plus, le ensemble n'est plus pensé, le ensemble n'est plus célébré. Voilà. Et ça relie quelque chose que je partage quand même souvent aussi, qui est que le ensemble entraîne des relations, les relations que l'on a avec soi-même, avec les autres qu'humains, et que finalement c'est un domaine dans lequel nous n'apprenons nulle part. Voilà, je sais plus si je l'ai partagé en conférence ou déjà dans ce podcast, mais je le redis ici pour remettre en perspective, c'est que nulle part nous n'apprenons ni à entrer en relation, ni à cultiver la relation, ni à la réparer, ni à la faire évoluer, ni même à la rompre. On est tous en mode par défaut sur ce sujet. Une fois ça marche, on ne sait pas pourquoi, une fois ça marche pas, et on ne sait pas pourquoi non plus. Et en fait, si c'était pas un problème, voilà, mais tout le monde en souffre en fait. Nous en souffrons tous, et nous souffrons tous des blessures relationnelles que nous nous infligeons les uns les autres. Il n'y a pas de grammaire, on n'a plus la grammaire, donc on est très mal outillés pour réparer. Nous en souffrons tous, mais en même temps, c'est un espèce de non-sujet. Moi je vois parfois dans les collectifs, quand je mets la lumière sur la qualité de la relation, je vois bien que les personnes doivent mettre parfois un temps à dire « Ah, c'est un vrai sujet, on peut s'en occuper ». Voilà, donc oui, c'est un vrai sujet, on peut s'en occuper. Et donc pour moi,
C'est ça que nous avons à faire, c'est réhabiliter la culture de la relation avec nous-mêmes, avec les autres, refaire du lien avec les autres qu'humains. Voilà. Et là, j'ai partagé dans l'épisode précédent sur l'invisible des pratiques simples que l'on peut avoir, qui sont rien que d'utiliser notre conscience et la gratitude pour ce que nous recevons tout le temps. Ça remet déjà dans la boucle. Et à propos de ces relations à renouer, est-ce que tu aurais des leviers d'action concrets à nous partager pour justement se reconnecter entre nous, se reconnecter au vivant ? Alors, comme je le disais au début de cet épisode, je suis aussi une outilleuse, après avoir fait de l'humus en tant que lombrique et tisseuse, je suis une outilleuse, et donc déjà dans mon livre, dans le livre Tout tourne rond sur cette terre, nous sommes les seuls à l'ignorer, il y a évidemment les 3 sources d'inspiration que sont le vivant, les peuples racines et la permaculture, et puis j'y développe aussi 7 champs d'application. Un champ d'application évidemment au potager, mais aussi par le biais de l'éducation autrement, mais aussi par le biais du travail sur soi, d'une autre manière de prendre soin de soi, de ses émotions, du vivant à l'intérieur de soi, mais aussi ce qu'il en est des pratiques d'intelligence collective et de gouvernance participative qui prennent soin des interrelations entre les personnes. Voilà, j'ai développé... Et je termine aussi dans ce livre par une utopie dans les domaines de la croisée de l'économie et de la politique, c'est-à-dire qu'est-ce que ça donnerait dans ces domaines-là que d'entrer dans une culture qui prenne soin pour obtenir des résultats qui prennent soin, voilà. Et du coup, cet épisode-ci, il marque vraiment la charnière entre la première saison où j'ai eu envie de nous nourrir largement de cette culture du vivant, de ce que le vivant a prévu, comment il prend soin, cette cyclicité, etc. Et il marque un pont entre cette première saison et la seconde, dont le thème sera bâtir une société humaine qui soutienne la vie, et où donc je vais aller chercher des personnes, des intervenantes qui peuvent témoigner de pratiques en éducation, en santé, en gestion des collectifs, sur plein de domaines. Puis c'est une saison qui pourrait être infinie pour témoigner de pratiques qui nous permettent de rentrer dans cette culture du vivant et de promouvoir ce prendre soin a priori. Donc la saison 2 sera riche d'exemples et d'inspiration sur ces fameux leviers d'action. Absolument. Merci Marine pour ce partage, pour cet échange. Merci Caro, c'était vraiment chouette de se retrouver devant le micro à 2. Oui, un plaisir partagé. Du coup, j'invite les auditrices et auditeurs à lire ton livre, Tout tourne rond sur cette terre, nous sommes les seuls à l'ignorer, qui est riche de réflexion, de sens, de contenu, d'espoir et de perspective. Et on en a bien besoin. Absolument, et qui est un livre cyclique, puisque je mets dans le livre, évidemment, le livre c'est un objet 2D avec un début, une fin, mais j'ai vraiment tenu à ce qu'il y ait des pictos dans la marge qui renvoient d'un thème sur l'autre pour préserver les cycles. Et puis il est associatif, puisque je l'ai conçu, c'est moi qui tiens la plume, mais je l'ai conçu avec 13 contributeurs, et donc c'est vraiment de l'intelligence croisée, partagée, humucisée. C'est joliment dit et métaphorisé. Voilà. Merci Marine. Merci à toi, merci aux auditeurs, aux éditrices, à très bientôt. Si détricoter les fils de notre culture et commencer à tisser une trame culturelle qui soutienne la vie dans tous les domaines de nos existences vous inspire, je propose également des ateliers Tout tourne rond sur cette terre. Des ateliers de 3 jours en France et en Belgique. Vous en trouverez les informations dans le texte de présentation sous cet épisode. Au plaisir de tisser avec vous. Dans cet épisode qui marque la fin de la première saison de ce podcast, et dont le thème était ce vivant dont nous sommes, j'ai partagé le résultat de mes recherches à propos de ce que j'appelle la culture régnant dans notre maison commune, la biosphère. Commune avec l'ensemble des êtres vivants et tous les phénomènes gazeux, aqueux, électriques, chimiques, entretenant les conditions de la vie à chaque instant. Comme dans toutes les maisons, des principes régissent les interrelations entre les habitants, visant à la plus grande harmonie possible.
Ces principes sont, comme pour nous, issus d'une série d'essais-erreurs, de conclusions tirées en un temps T, de situations à éviter, et assortis de choses qui se font et d'autres qui ne se font pas. C'est ce que j'appelle la culture du vivant. Au fil de ces 3,8 milliards d'années d'existence, il a retenu certaines stratégies et pas d'autres. Parmi celles-ci, la cyclicité, la circularité, le pari de la diversité, le choix de se construire et de s'entretenir dans les interrelations et dans les associations. Une culture pratiquement à l'opposé de la nôtre, linéaire, cloisonnée, analytique, standardisante et compétitive. Ce qui nous vaut précisément, à mon sens, l'ensemble des crises auxquelles nous avons à faire face et la difficulté que nous rencontrons à y trouver des solutions. J'espère avoir pu semer, au travers de cet épisode et de toute cette première saison, quelques petits cailloux blancs nous permettant de retrouver le chemin de la maison. Le prochain épisode inaugurera la saison 2 de ce podcast. Son thème sera « Bâtir une société humaine qui soutienne la vie ». J'aurai le grand plaisir d'y accueillir Charlotte Augier, ma complice de facilitation d'ateliers du travail qui relie. Nous aurons le grand plaisir de partager avec vous les enseignements de cette riche pratique d'éco-psychologie initiée par Johanna Messi. Au mois prochain! Ce podcast est présent sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à vous y abonner et à en parler autour de vous pour tisser ensemble la toile d'une nouvelle culture. Le montage de cette série est assuré par ma complice Caroline Irigoyen, elle-même auteure du podcast Fréquence Collective, qui traque toutes les formes possibles d'intelligence collective. Je remercie la fondation belge Key Green, créée en hommage à sa fondatrice Arlette de Tombeur, pour le soutien financier dont bénéficie ce projet. La mission de la Fondation est de contribuer à la transition écologique en soutenant des projets qui encouragent de nouvelles pratiques respectueuses des hommes et de l'environnement.